Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous ai préparé une masterclass sur l'immobilier au Panama. D'ailleurs, c'est la première partie parce que le sujet est tellement vaste que j'arriverai pas à tout faire dans une vidéo. Aujourd'hui, on va aborder des thèmes sur l'immobilier que vous pouvez me croire, sur YouTube, vous les avez pas. D'accord. Aujourd'hui, personne n'en parle. Je suis là pour vous éviter toute mauvaise expérience lors de votre premier achat, votre premier investissement immobilier sur le Panama, que ce soit sur des biens commerciaux d'ailleurs qui ont des rendements intéressants, on le verra juste après, ou de l'appartement, de maison, votre prochain hogar, votre prochain maison familiale. Si vous décidez de vous expatrier sur Panama ou seulement faire du placement immobilier pour avoir de la rentabilité et surtout mettre votre capital à l'abri. Nous, c'est vrai que l'immobilier sur Panama, on maîtrise parce que déjà on est, enfin on va en parler juste après, on est agréé sur l'association panaméenne d'immobilier, d'agents immobiliers. Donc on est sous réglementation, on a été formé, on connaît les lois. On va dire sur le bout des doigts. Enfin voilà, on maîtrise les lois et de toute façon on a les personnes adéquates pour nous renseigner sur les détails, détails peut-être qu'on n'a pas encore. Donc voilà, on a vraiment le réseau, l'entourage pour. Et surtout, pour être honnête, je commence vraiment, dans l'agence, commence vraiment à en avoir marre des personnes qui se font avoir littéralement en achetant au Panama. On arrive, on a de l'argent, on fait confiance à n'importe qui ou à des communautés qui sont toutes joyeuses de vous voir arriver parce qu'ils savent que vous avez du capital. On vous promet des rendements, on vous promet de la sécurité, du placement, ce que vous voulez. On vous fait rencontrer des belles personnes, vous avez l'impression que vous êtes le roi du monde, et puis vous vous êtes fait avoir, et on en a, sans mentir, si on 2 ou 3 personnes par mois qui sont pas passées par nos services, qui nous racontent leur mésaventures, et ça fait de la peine parce que déjà vous perdez, ou alors vous faites un mauvais placement, et de deux, c'est une mauvaise aventure, quoi. Et puis vous avez peut-être une mauvaise image du pays, alors pas du tout, puis il y a des super opportunités à faire. Bienvenue encore une fois sur cette masterclass et on va attaquer la première partie. Je vous ai fait une partie d'abord sur les basiques à savoir avant de vous attaquer au marché immobilier au Panama. Donc première chose, pourquoi investir bien au Panama? Déjà, nous notre expérience, il y a vraiment une stabilité des prix. Il y a énormément de quartiers. Alors je vous ai fait une petite map, après on va regarder. Ça c'est carrément la map du pays, mais d'ailleurs je voudrais plus mettre une map, je vais peut-être l'ajouter en montant la vidéo, une map de Panama City. Vous avez des quartiers qui évidemment qui se développent, des quartiers très modernes, d'autres historiques protégés par l'UNESCO. Donc c'est du patrimoine, avec des lois d'ailleurs, on va en parler, préférentielles pour les investissements. Enfin il y a plein de bons coups à faire. Évidemment vous savez que le pays jouit d'une stabilité économique depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir est très business et très open sur les investissements étrangers. Depuis de nombreuses décennies, il y a des investissements massifs sur l'immobilier au Panama. C'est vrai que les promoteurs n'ont vraiment aucune difficulté à vendre leurs projets, sauf quelques-uns évidemment qu'on connaît très bien. C'est pour ça que c'est très important de vous faire accompagner avant d'investir au Panama. Mais bon, ça reste des détails, ça reste marginal. Pourquoi ils investissent? Tout simplement parce qu'ils savent que la valeur de l'appartement, les 15-20 prochaines années, elle va être plutôt stable. Même si vous avez fait, on va dire, admettons que vous avez fait le choix d'un quartier qui est finalement pas exceptionnel, ou alors qu'il y a eu des vagues très importantes au Panama, suivre les vagues des classes sociales. Les modes des quartiers avant d'acheter, ça bon évidemment il faut être sur place comme nous pour sentir un peu les choses et avoir le réseau ou connaître suffisamment de personnes pour voir quelles sont, enfin du moins dans le réseau d'immobilier, quelles sont un peu les tendances. Allez, mais imaginons même si vous avez fait le mauvais choix, vraiment le risque reste quand même minime. D'ailleurs vous pouvez remarquer si vous avez la chance, l'opportunité de venir nous rencontrer, de venir nous voir ou d'aller sur le Panama. De regarder toutes ces tours qui sont éteintes par des investissements en fait étrangers où les gens prennent même pas la peine de louer, de faire de la rentabilité locative. C'est vraiment du placement de capital dans les murs au Panama. Première chose. Deuxième chose, il y a quand même des rendements qui sont assez élevés, qu'on considère assez élevés. Alors sur la zone LATAM, c'est pas les plus élevés, mais évidemment on peut pas tout avoir parce que c'est stable. On en parle juste après, d'accord? Allez, on va attaquer d'abord par les régions du Panama.
Alors, c'est vrai que nous, en général, sur l'investissement immobilier, on se concentre beaucoup sur la capitale. Cependant, le marché de la maison secondaire, de la maison de plage est très intéressant aussi. De nombreuses promotions sont en train d'être réalisées dans différentes parties du pays. Moi, je vais vous mettre une petite map. Je vous ai mis une petite map avec des explications pour pas non plus vous perdre. Si demain vous cherchez justement votre petite maison, on va dire sur la plage, vue mer. On va parler des plages juste après d'ailleurs, surtout des mythes et légendes qu'on vous raconte sur YouTube. Pour contredire un peu tout ça, des plages ou alors votre terrain en montagne pour aller cultiver du café ou du moins être près de la récolte. Donc, on va déjà dépatouiller un peu tout ça, d'accord? Donc, voici la carte du pays. Panama compte une 12aine de régions. Alors, évidemment, Alors, ce qu'il faut savoir, on va commencer comme ça. Je vais voir si je peux zoomer un peu, là. C'est pas pratique des fois. Attendez, hop, moi je suis en tactile. Voilà. Yes. Alors, Panama, vous avez donc évidemment la zone de Panama City. D'accord. On va le faire un peu d'ailleurs. Tenez, on va faire une vidéo un peu interactive du coup. Hop. Nickel. Voilà, ça ira très bien pour avoir nos repères. Fait. Est-ce qu'on peut mettre une couleur? Je suis pas encore un as là-dessus. Non, on s'en fout. C'est pas grave. Donc vous avez Panama City. D'ailleurs, pardon. Je vais décaler un peu parce qu'il y a le canal, évidemment, le repère est facile. Une fois que vous avez dépassé déjà cette zone, je vais vous dire, même sur le côté droit, là, c'est pas la peine d'aller chercher sur le Panama. Ne cherchez pas de l'investissement, même s'il y a des ventes, il y a pas mal de terrain, de ventes de terrain sur la zone juste après, là, en dessous de Madogandi, en dessous, un peu en dessous. Cette zone-là, en fait, elle est pas vraiment fréquentable. D'ailleurs, la densité est très faible. Alors, tout ce qui est près de la frontière colombienne, ça vous oublie ça. Si jamais, d'ailleurs, des vagues d'immigration clandestine. Voilà. Pour moi, le Panama, il se passe vraiment du côté ouest. D'accord? En fait, j'ai le truc qui bouge en même temps. Hop. C'est parce que je dois mal sélectionner. Voilà. Après, vous avez donc la région de Colón, où vous avez d'ailleurs la zone franche, le port d'importation, qui est très connu. Vous avez une partie de la région qui est un peu développée là, enfin évidemment aujourd'hui on va parler d'intérêt d'investissement, où vous avez notamment Portobello qui se situe à ce niveau-là de Panama City. Je vais encore vous faire un petit cercle. Et cette zone-là, voilà, où vous avez quelques opportunités, où vous pouvez, d'ailleurs, il y a Isla Grande qui est pas très loin, où vous avez des options, en fait, de terrain, même de terrain sur plage, ou alors des investissements, enfin, en gros, vous avez quand même plutôt des belles plages, et une zone qui reste développée, assez pauvre, attention. D'ailleurs, vous voyez que les maisons sont assez protégées, sont assez barricadées. Cependant, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Vous restez qu'à 1h30, 2 heures de Panama City. Évidemment, là, au troisième cercle, si vous allez chercher ce côté-là qui commence à être déjà un peu limite border, mais il y a quelques resorts. Là, vous êtes plus à 2h30, 3 heures parce que vous n'avez pas forcément les routes en bon état. Mais si vous cherchez un investissement sans faire non plus 4 heures de route, 4h30, 5 heures, restez à 1 heure de la capitale. C'est plutôt par là qu'il faut se rediriger. D'accord? Vous avez tout ce qui est Panama Oeste. Panama Oeste, c'est plutôt... alors, vous avez tout ce qui est Playa Blanca, Coronado, qui se situe. Là, c'est une région où il y a globalement, il y a beaucoup de densité. Les gens se logent ici pour aller travailler à Panama City et traversent le Puente de las Américas, le pont des Amériques, pour aller travailler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouchons, beaucoup de trains qui est tous les jours dans cette zone-là. C'est bon à savoir. Donc franchement, c'est pas une zone à aller chercher. Les plages sont pas belles, vraiment pas belles. Cependant, il y a un microbiome entre guillemets où il y a Punta Chame. C'est une région très venteuse. Il y a beaucoup de surf, mais ça peut être un lieu, on va dire, de recueil un peu, un week-end un peu sympa. Les plages sont pas très belles non plus, hein. D'ailleurs, vous avez quelques resorts, il y a aussi quelques maisons secondaires à des prix intéressants qui se font de plus en plus là-bas, parce que pareil, vous restez à 2h30 de la capitale. 3 heures peut-être. Peut-être. Il faut que je vérifie. Donc ça, c'est pour les deux premières régions les plus connues. Après, on passe directement, en fait, je vais remettre des petits cercles, j'espère que la précision est bonne, sur des lieux comme Pedací ou Santa Catalina, qui sont par là à peu près, je sais pas tout en tête. Pedací, c'est par là. Là, on est déjà sur des... c'est peut-être un peu plus par là, Pedací. À vérifier, mais toute cette zone-là, Los Santos,
sur des lieux très exclusifs, en fait, des endroits, des villages touristiques qui feront que si c'est pour faire de l'invest, c'est du Airbnb, et encore, je suis pas sûr quel volume aujourd'hui pour que ça soit hyper rentable. Rapport qualité-prix, oui, vous allez mettre un prix d'une baraque, vous allez louer la chambre assez élevé. Après, est-ce que vous avez le volume sur toute l'année, ou enfin, du moins assez de volume, je sais pas. Ni la régularité, ça, je suis incapable de vous le dire. Aujourd'hui, moi, honnêtement, je pense pas. Mais voilà, si c'est de l'investissement locatif saisonnière, c'est pas là que ça se passe. Pour le côté plage, disons. Ouah, je fais tout bouger à chaque fois. Attendez, hop, on continue. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que regardez, on est déjà à 10 minutes et j'ai pas encore sorti d'Amérique. On est encore à 10 minutes, on est déjà à 10 minutes et on a à peine attaqué la map des infos basiques. Donc je vous dis que c'est bien une masterclass et c'est que la première partie. Mais c'est important pour moi que vous soyez accompagnés. Vraiment, arrêtez de vous faire avoir sur le Panama. C'est un super pays, il y a des opportunités de folie. Mais la confiance aveugle, il faut arrêter. Alors après, vous avez Veraguas. Veraguas, vous avez la ville comme Santiago. Ça, c'est des villes économiques, d'accord. Sauf qu'à Veraguas, vous avez normalement à Veraguas, si vous avez par exemple Santa Fe en montagne, il y a aussi pas mal de cafés. Pas de rapport avec Santa Fe, mais Santa Fe, vous avez Cañasas. Et juste pareil, en similaire, j'enchaîne avec Chiriquí. Chiriquí, vous avez la grosse ville de David, deuxième plus grosse ville de Panama, 400 000 habitants, avec des bords de plage pas terribles, très fréquentés par les Américains d'ailleurs, mais c'est pas exceptionnel. Et par contre, vous avez jusqu'à la région de Volcan, je vais remettre des petits cercles, qui va jusqu'à la frontière du Costa Rica, où là, pareil, on va travailler sur de la montagne, sur voilà tout ce qui met un peu, c'est très très ressemblant au Costa Rica, d'accord. Vous allez chercher la fraîcheur et c'est de l'investissement, pareil, en tendance de vacances. Moi personnellement, ça reste, enfin, petite anecdote, mais je fais petite personnelle, je suis en train de faire des devis pour faire de la promotion, pour construire personnellement en montagne, parce que je cherche la fraîcheur. Il y a des super coups, c'est plutôt rentable. Mais voilà, c'est sur ces deux régions que ça va se passer. Veraguas, Chiriquí, et vous avez évidemment toute la partie de Boquete, qui est assez connue pour son café. Aussi, on parle toujours de café. Il n'y a pas que ça, et plantations, il y a plein de Boquete. Ça devient assez cher. Beaucoup de flux étrangers américains. Donc les prix des terrains sont devenus ouais, assez onéreux. Donc je sais pas si c'est un peu trop tard pour investir à Boquete, mais pourquoi pas. Et après vous avez la fameuse région de Bocas del Toro qui fait partie des Caraïbes. En fait, tout se passe sur une île à Bocas. Vous avez, malgré ce qu'on dit, vous n'avez pas beaucoup de plages, une ou deux plages, mais très fréquentées. D'ailleurs aussi par les peuples panaméen de Bocas. C'est un peu compliqué, d'accord. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a pas mal de voleurs aussi. Enfin, je pense que je pourrais faire. Je suis allé une dizaine de fois sur Bocas de Toro, d'ailleurs, ou en vacances, ou pour faire de l'invest, que finalement j'ai pas fait, pour vous dire. Je pourrais faire une vidéo entière sur Bocas de Toro. Donc, en fait, attention, on vous vend du rêve, on vous fait des photos du Caraïbe, là, il y a beaucoup de manglave, il y a beaucoup de, enfin, pas de vent, mais la mer est vachement impraticable. Enfin, finalement, vous allez en lancha et vous pouvez y aller qu'une fois dans la semaine. Enfin, voilà, faites vraiment attention. Mais en tout cas, la zone Caraïbe de Panama, ça se passe là-bas. Sauf un petit peu sur Colón aussi, mais principalement, c'est Bocas de Toro. Allez, on va passer à autre chose, parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble. Ok. Moi, ce que je voulais d'abord vous faire réviser un peu, c'est le vocabulaire à savoir quand vous traitez avec un corredor, donc un agent immobilier, un courtier au Panama pour aller chercher votre bien immobilier, d'accord, votre investissement. Il y a des mots à savoir quand on va vous parler, donc j'espère que vous prendrez quand même quelqu'un qui parle aussi français, mais on sait jamais, que vous voyez d'ailleurs un contrat de vente, de prestat, n'importe quoi. Vous avez 5 mots à comprendre. Le premier, c'est arrendador, d'accord? C'est le propriétaire du bien qui est prêt donc à céder son bien. Vous avez l'arrendatariario, le locataire, d'accord, la personne qui loue le bien. Subarriendo, si ça peut arriver pour vous, si vous avez des idées de business, même si je conseille pas, c'est le sous-locataire. Le canon, pardon la prononciation. El canon de arrendamiento, c'est le paiement, d'accord, la caution, disons, d'accord, le paiement que doit faire le locataire à la personne. Ça s'utilise aussi pour le paiement des commissions pour les corredors, d'accord, qui vous concerne pas parce que c'est toujours à la charge du vendeur. Et on dit la mora, c'est quand il y a un retard de paiement, notamment pour la location, de la part du locataire. Donc c'est le vocabulaire qu'on va utiliser, d'accord. Donc ça, c'était juste quelques petits mots pour connaître un peu les basiques.
avant de se lancer dans l'immobilier au Panama, surtout si vous faites de la rentabilité locative. On continue dans les basiques à savoir avant de se lancer. Les agents immobiliers. Premièrement, vérifiez toujours, et ça c'est facile à faire, que votre agent immobilier, votre corredor de bienes raíces, est affilié à l'association panaméenne de bienes raíces, ACOBIR. ACOBIR, c'est vraiment l'association qui régule. Si vous n'avez pas votre licence, nous on a notre licence, vous ne pouvez pas exercer le métier d'agent immobilier au Panama. Vous n'avez pas la connaissance nécessaire des réglementations du pays pour pouvoir vendre de l'immobilier au Panama, ni la légalité de le faire. Donc, demandez le numéro de licence à l'agent immobilier en permanence. Je vous dis pas ça pour rien, ça paraît bateau. Alors, il y a eu un avant et après Covid. Covid a fait qu'on a vraiment obligé, il y a eu un contrôle renforcé des agents immobiliers, savoir s'ils étaient, ils étaient en règle. Autre info, un agent immobilier, en plus d'avoir sa licence, pardonnez-moi, je vais préciser, si vous avez encore un doute, demandez-lui s'il a bien sa fianza, son assurance, il est couvert de 10 000 $ annuels pour faire ces transactions, d'accord? S'il y a un vice caché, enfin voilà. Enfin, il est annuel. Il a une couverture de 10 000 $ sous, on paye, je paye un abonnement de 200, d'ailleurs, c'est 200, 300 $ par an pour avoir cette fiance de sécurité. Si vous l'avez pas, même avec un numéro de licence, vous n'êtes pas en règle. D'accord? Donc ça paraît fou, mais à un moment donné au Panama, 80% des vendeurs, c'était, alors, c'est pas pour mettre des noms sur des populations, mais il y avait beaucoup, on souffrait d'une immigration, de classe moyenne basse de Colombie ou de Venezuela, principalement à ce moment-là, qui faisait agent immobilier avec alors je n'ai même pas les prix, les commissions, on n'en parle même pas, mais c'était du tout n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est régulé, on est nombreux à être à ACOBIR, ça reste infime par rapport au Panama, mais il y a quand même une communauté sérieuse, on a des biens en commun, on a un vrai réseau, des réunions annuelles, voilà, on sait de quoi on parle. Ne faites pas n'importe quoi, vraiment. Je pourrais donner des petites anecdotes, des personnes qui payent 2 fois le prix du bien en commission. Enfin, c'est des commissions cachées, 2 fois le prix du bien. On a des outils, le gouvernement, en étant membre de ACOBIR, on a des outils à disposition pour vérifier même la valeur du bien en question sur la zone au moment T. Donc, si on nous annonce des prix, imaginons qu'on commercialise pas forcément nous-mêmes le bien, on nous annonce des prix qui nous paraissent bizarres, on est capable de l'évaluer, enfin de donner une notion. Croyez-moi que les autres vendeurs savent pas le faire, ou alors évidemment ils cachent leur commission derrière. Et des fois c'est le double. J'ai déjà vu on en a parlé je crois sur une des vidéos, des terrains à 250 000 $ qui se vendaient 480. 480. Voilà. Vous êtes étranger, vous n'avez pas de notion, vous faites avoir. Même si 480 sur le moment ça vous paraît intéressant, parce que voilà, les paramètres du terrain font que, vous faites avoir. Les commissions des agents immobiliers, je vais vous donner en exclusivité, au Panama, ça peut pas être moins de 5%. Normalement, c'est 5%. Voilà, retenez bien l'info. 5%. Alors, c'est pas vous qui l'a payé, c'est le vendeur. Donc, faites attention au prix du bien. Si c'est exagéré, qu'on vous explique parce que ça va être le quartier du futur ou n'importe quoi, non, c'est qu'il y a une commission qui est abusive. Ça peut monter à 5, 6, 7, 8, s'il y a des agents au milieu, enfin voilà. Mais 5, c'est la loi, pas en dessous. Mais en moyenne, c'est ce qu'on pratique. D'accord? Si on veut être honnête. Voilà, donc là, vous avez 2 infos hyper importantes avant de vous lancer dans l'immo au Panama. Allez, on continue. Bon. Place aux infos aussi très intéressantes, et ça, je vous mets au défi de les trouver sur YouTube. Dans cette première partie, on va aborder les impôts locaux au Panama, parce qu'on vous dit, ouais, c'est offshore, c'est nana, il n'y a pas d'impôt, c'est net et tout, on vous vend le Panama monde. Oui, d'accord, super avantages. Ok. Mais bon, il faut arrêter de rêver aussi, hein. Il y a de l'impôt, pas tout est si facile, il y a quand même une charge administrative qui est assez importante. Si vous êtes français, ça va vous faire rire, mais elle est quand même assez importante. Donc on est là pour éclaircir tous ces points
ensemble. Je pourrais pas tout faire aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai fait 180 heures de 160, je sais plus. Enfin, plus de 150 heures de cours pour être à Cowheel, pour connaître toutes les lois du pays. C'est pas possible. D'accord? Mais on va déjà aborder les impôts locaux quand vous achetez du bien immobilier au Panama. Alors, première chose, par quoi on va commencer? Alors, deux petites choses. La déclaration du bien, une fois que vous avez acheté, il faut déclarer votre bien et surtout la plus-value qui se calcule annuellement avec une méthode spécifique par la loi. Première chose, déjà, on va la déclarer au notaire. D'accord? Donc, évidemment, vous allez avoir votre agent qui peut vous aider à le faire et compagnie. Et votre avocat. On l'inscrit au registre public de Panama. Et on va actualiser annuellement comment s'appelle ça, à NATI, c'est l'administration panaméenne, l'Autoridad Nacional de Administración de Tierra, donc l'autorité nationale d'administration des terres, d'accord, de manière globale, le bien de la valeur de son bien de manière annuelle avec la règle de prise de valeur, d'accord, que je vais vous dire juste après. Et vous avez la DRI, donc les impôts au Panama, qui va prendre ces données-là pour effectuer après, pour avoir les effets tributaires, donc payer les impôts. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les amendes en cas de non-déclaration d'impôts, parce qu'on fait pas n'importe quoi, en fonction, évidemment, de la valeur de votre bien. Donc, c'est vrai qu'en Panama, on commence souvent à des biens à 25, 50 000 $, parce que il y a quand même des classes moyennes, des gens ou des classes basses qui achètent leur premier bien sur des petites maisons comme ça de 40, 50 000 $. Donc, si c'est au-dessus de 200 000 $, c'est 250 $ de multa, donc d'amende. C'est cumulatif. Souvent les amendes au Panama c'est exponentiel, donc il faudrait que je vous sorte la précision exacte là-dessus, mais en gros si vous payez pas chaque mois, ça va vous accumuler, d'accord, la multa. Donc faire attention aussi là-dessus. Ça reste assez minime, mais on s'en sort pas comme ça aussi facilement sur Panama. Donc faites attention, payez. Donc déclarez, demandez à votre avocat de bien déclarer votre bien. Tout ça c'est vérifiable en ligne sur les sites web des administrations panaméennes. Votre agent immobilier peut le faire pour vous, d'accord, sur un suivi d'ailleurs long terme, et votre avocat est normalement capable de le faire, voire votre comptable. Maintenant, vu que les lois, on peut modifier les comptables, beaucoup plus d'accès, beaucoup plus de choses à faire. Donc ça vraiment, il faut sortir les infos, d'accord, sortir les infos, c'est important. Donc les impôts locaux, comment ça fonctionne? Alors, ce qui est important au Panama, c'est de prendre la valeur cadastrale que vous avez toujours quand vous demandez votre agent immobilier à Cowheel, avec l'autorisation légale, peut demander à n'importe quel PH, n'importe quel immeuble, n'importe quel lot de résidence, copropriété, je cherchais le mot, le registre du promoteur immobilier des premières ventes de la valeur cadastrale de chaque bien. Donc vous prenez la valeur, et d'ailleurs vous y avez le droit quand vous passez chez le notaire, vous pouvez voir la première la valeur cadastrale au premier achat, première vente de votre bien. Tout est tracé. Donc ça, il faut le voir, il faut le regarder. Et chaque année, vous devez rajouter 5% de la valeur, 5% de la valeur cadastrale à votre appartement. Et vous allez ajouter, donc si ça fait 10 ans, vous allez ajouter cette valeur à la valeur cadastrale. Et ça va vous donner une valeur totale, globale. Et vous allez payer annuellement 2% de la valeur totale. D'accord? Donc là, je vous donne un exemple. Ça, c'est les exemples qu'on a en cours. Je vous ai pris vraiment le vrai exemple. Donc, vous avez acheté un bien de 500 000 $. Ça fait 10 ans. Donc, 5% de la totale, 250 000, 750 000, vous allez payer 2% de 750 000, donc 15 000 d'impôts. D'accord? Vraiment, c'est un global au final. Vous allez quand même vous charger de copropriété si vous êtes en immeuble, mais finalement, ok, c'est de l'impôt, mais c'est pas non plus excessif. D'accord? Donc voilà, la première base basique de calcul. Alors attention, il y a plein de règles, plein de trucs et astuces, entre guillemets, et des lois préférentielles pour éviter l'imposition en fonction de vos statuts au Panama, en fonction du bien que vous achetez, de la valeur du bien. Ça, on peut l'étudier ensemble. Il y a des lois pour, voilà. Mais de manière très globale, c'est ça. Donc retenez-le.
Maintenant, je vais passer à une partie. Vous imaginez déjà 25 minutes ensemble. J'ai même pas sorti une anecdote, quoi. C'est ouf. Bon, là, je vais en sortir une quand même. Les plages. Alors, on va trois thèmes. Ouais, je l'ai même pas rempli, mais c'est pas grave. Je connais de tête. Les prêts hypothécaires, les prêts. Alors, au Panama, si c'est votre premier achat, exemple, vous êtes de France, alors, premier requis, il vous faut votre résidence permanente au Panama, et normalement, sur le prêt hypothécaire, je me demande s'il faut pas 5 ans, il faut que je vérifie, mais il faut, voilà, dans tous les cas, il faut être résident permanent d'au moins 2 ans. Vous pouvez vous faire prêter jusqu'à 180 000 $, de l'argent en fait qui est garanti une partie par l'État, avec des taux super bas, ça va être 4%. Panama, on est sur des taux bancaires, retenez, entre 7, 8%, 6, 7, 8% en fonction des banques, d'ailleurs sur l'immobilier. En fait, vu que c'est votre premier achat, d'accord, c'est une maison pour aller vivre, c'est un regard. Donc ça, c'est intéressant d'en profiter. J'ai des clients qui l'ont fait. Il y a des conditions à remplir. Je vais pas vous mentir, il y a des conditions à remplir. On vous demande 5% d'apport, 10 en fonction des programmes et des banques immobilières, mais normalement il y a une loi, c'est minimum 5% d'apport, mais ça dépend aussi de la valeur. C'est bien quand vous achetez des valeurs de 120, 140, 140 000 $. Donc imaginez, vous voulez aller au Panama, à la place de louer des appartements à 900 $, vous dites, vous savez quoi, au début, bon, je m'installe, je loue, après je vais acheter un truc, je mets 5%, je vais mettre 5 ou 10 000 $, et on va me prêter 140, 150 000 $ à 4%, ou alors il y a certaines offres même à taux zéro pendant les 4 ou 5 premières années. Donc vous avez des super trucs à faire sur les prêts hypothécaires. Et après vous avez, est-ce que j'en parle juste là, je vérifie avant de faire la boulette. Non, c'est encore autre chose. Et après, vous avez encore les lois à taux préférentiel. Si j'en parle là, voilà. Mais ça, il y a deux types de lois, d'accord. Il y a les lois à taux préférentiel en fonction des quartiers très spécifiques, et après, on va dire des prêts pour les primo-accédants. Voilà, tout ce qui est primo-accédant et petits porteurs ou classe moyenne plus. Mais ça peut être très intéressant d'en profiter. En tout cas, c'est pas limité aux Panaméens, voilà, à la nationalité. Moi, je voulais parler aujourd'hui des plages. Je vois partout, ouais, Panama, c'est un des pays où les plages sont encore privées. Non, je suis là pour dire, arrêtez le délire, d'accord. Là, vous vous faites avoir complètement. Les plages au Panama, constitutionnellement, sont publiques, d'accord. Après, pourquoi les gens confondent? Souvent, vous payez pas beaucoup d'impôts, d'accord. Donc évidemment, l'État peut pas entretenir, toutes les plages du Panama comme ça. Donc entre guillemets, c'est quand même l'État, mais on va dire que l'État confie à la Junta Comunal, donc à la mairie, à la localité, d'entretenir ces plages. Très bien. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas forcément le financement pour le faire. Enfin, voilà. Donc il y a quelqu'un qui arrive et qui dit voilà, moi j'ai acheté, alors ça pareil, il y a des lois aussi, on vous l'expliquera sur d'autres vidéos, j'ai acheté un terrain bord de plage, ça se fait pas comme ça aussi, enfin bon bref, pas sur la plage, j'ai mis un resort, d'accord, et mon resort aimerait exploiter, d'accord, avec une concession, ce terrain. La Junta Comunal va dire pourquoi pas, mais qu'est-ce que tu offres en échange? Et là il va dire écoutez, moi c'est simple, sur ce terrain-là, à chaque fois que quelqu'un passe, je fais payer 4, 5 $, 10 $, 15 $, on s'en fout. Et en échange, je veux nettoyer toutes les plages aux alentours ou toute la plage. Et là, la Junta Comunal, pas folle la guêpe, va donner l'autorisation au resort de le faire. Donc vous arrivez, vous dites merde, la plage elle est privée, on peut pas. Ouais mais non. Techniquement, alors allez pas vous amuser, mais techniquement vous rentrez sur la plage, vous pouvez aller où vous voulez au Panama, c'est public. Donc arrêtez d'y croire. Arrêtez de croire les gens qui vous disent vous achetez un terrain, vous achetez que la plage avec, elle est à vous, vous êtes tranquille. Déjà, vous pouvez pas acheter une plage au Panama, c'est public. Et en plus de là, vous avez un peu comme on a en France, vous avez aussi un métrage entre la plage et le premier terrain, d'accord, de bordure de plage, et vous avez des lois aussi de concession en fonction. Enfin, il y a plein de détails à savoir. Ça, on peut les examiner dans chaque loi. Pour vous dire, c'est la loi du 2 janvier 2006 où il y a eu encore un ajustement là-dessus. Donc, arrêtez avec ces mythes-là, s'il vous plaît. Faut plus l'entendre, d'accord. Faites pas confiance à ça. Par contre, ça n'empêche pas, voilà, d'avoir des terrains pas très loin, d'avoir des super vues. Bon, il faut quand même se dépêcher. Hein, c'est un pays qui est très convoité. Mais il y a des opportunités. Moi, je voulais vous parler des lois qu'on appelle, bon, évidemment, spéciales, donc les lois spéciales des incentivos.
Incentivo, donc d'intention, d'accord? On va aller booster l'achat. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs zones, d'accord? Casco Antiguos, la zona libre de Colón, le Pacifico et les zones franches. Alors, aujourd'hui, on va juste parler de Casco Antiguos, si vous voulez, parce que franchement, investir dans les zones de Colón, je pense pas que vous allez faire votre maison là-bas. Casco Antiguo, le quartier historique de Panama. Attendez-moi une seconde, je vous sors une map. Yes, je nous ai trouvé une petite carte au top là, bien cool, de Panama, enfin une partie du Panama. Donc Casco Antiguo. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc. Je fais une petite aparté. Nous, on a les programmes pour en tant qu'agent immobilier certifié. On peut vraiment regarder les endroits au Panama où les autorisations de commerce ou d'industrie ou de résidentiel peuvent être données. C'est-à-dire, des fois, on va dire, ah ben, achetez à cet endroit-là, c'est top et tout. Il y aura que de la résidence. Moi, je me connais, je regarde les zones chaudes, les zones froides, tac, je dis, attendez, là, il y aura des autorisations moyen long terme sur du commerce. Donc, si vous, ça va vraiment dévaluer la zone. Donc, ça, faites attention aussi, d'accord. Il faut vraiment ou adressez-vous à quelqu'un qui fait partie de Acobil, comme on disait tout à l'heure, ou quelqu'un, voilà, un vrai professionnel, d'accord. Faites gaffe. Donc en fait, Casco Antiguo, c'est vraiment cette partie-là de Panama. C'est un quartier qui est protégé par l'UNESCO. D'ailleurs, vous avez, bon, le président, il y vit pas, mais il est censé y vivre. D'accord, il y a le palais présidentiel militaire H24. C'est vraiment hyper protégé. C'est un quartier qui est en train de se refaire, qui a fait déjà du x2, x3 en 5 ans. Sur au mètre carré, on est quasiment sur du 4000, 4005. Maintenant, on fait 4500 $ le mètre carré. C'est pas mal, hein. En fait, c'est du ultra neuf, ultra beau en plein centre du Panama sur des nouvelles promotions aujourd'hui. Alors que là, on est sur du vieux retapé, donc très beau, hein. Mais alors, l'intérêt surtout de ce quartier-là, alors, deux choses. Vous avez les impôts. On reparle des impôts. Donc là, il parle de terrain ou d'amélioration. Si à partir du moment où ça a été racheté, refait, vous avez une exonération d'impôt de 30 ans. D'accord? Donc c'est la loi qui est une petite mise à jour en 2013. La loi 136, je vous ai tout mis. Donc sur des bâtiments reconstruits ou restaurés de Panama, de Casco Antiguo. D'ailleurs, attention, il y a deux quartiers au Panama. Vous avez San Felipe et Santa Ana. Vous avez une partie de Santa Ana, d'ailleurs il y a un gros futur là-dessus, qui rentre dans la loi, une partie, hein, faut bien regarder, qui rentre dans la loi préférentielle, on va regarder juste en dessous, enfin du moins sur le quartier protégé par l'UNESCO. Donc très belles opportunités. Attendez, je bouge un peu ça. Donc ce qui est intéressant, pardon, d'ailleurs nous il y a pas longtemps des beaux projets là-dessus, c'est que vous avez, grâce à ces lois de protection, des intérêts, une loi d'intérêt, intérêts préférentiels qui vont en fait réduire entre 3% d'intérêt annuel sur les taux qui se pratiquent actuellement surtout. Moi, je vous donne une petite anecdote. On est sur un projet où on achetait, d'ailleurs, c'est promoteur argentin qui faisait un immeuble d'ailleurs sur une partie de Santa Ana qui était juste derrière à Casco, où en fait, à la banque de manière très classique, on faisait du 7-8% quasiment, alors que là, on arrivait à 3, je crois que c'était 3,75 avec le taux d'intérêt préférentiel parce qu'on investit dans un quartier historique. Donc c'est vachement intéressant. Emprunter à du 3 ou du 4% au Panama, ça se fait que si l'État intervient pour des lois incentives, pour des lois d'intention, de promotion d'investissement. Donc c'est des super coups à faire, sachant que pour vous donner un exemple, sur cette promotion-là, il y avait, alors c'était du Airbnb. Attention aussi sur Airbnb, on vous promet beaucoup au Panama des rentabilités sur Airbnb, alors que une grosse partie des PHC vous l'interdisent. Il y en a qui s'amusent à le faire quand même. Attention aux sanctions. Panama, ça prend du temps. Le jour où on vous sanctionne, vous êtes mort. Donc, ça aussi, faites attention. Là, c'était un immeuble, un PHC en train de se faire restaurer qui autorisait le Airbnb et on avait du rentabilité nette annuelle avec 75% de remplissement en moyenne du 8 et quelques %. Donc, vous voyez, je vous fais je faisais du 3 net, avec mon prêt derrière. Donc, c'était vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Donc, quartier historique à mettre en avant. D'accord? On parlait de rentabilité. Je sais pas si vous l'avez dit au Panama, mais on arrive à faire surtout qu'on travaille avec des agents immobiliers super bons qui arrivent à vraiment calculer le moindre coût caché et compagnie, à faire entre 5 et du 7% net. D'accord? Hors impôt. Hors impôt, voilà, vous enlevez un 0,5 derrière, un 0,5% sur des appartements. Là, moi, je vous parle de biens qui sont déjà loués. C'est pas du rêve. D'accord? C'est ce qui se fait actuellement avec du capital qui est quand même bien protégé. Donc, c'est intéressant. Pour acheter un Panama, en général, on monte une société, une SA.
pour différentes raisons en termes d'imposition et de revente. Donc, et en plus, ça tombe très bien parce qu'en général, pour avoir votre visa avec la convention bilatérale, il vous faut une autorisation de travail que vous faites avec la société que vous allez monter. Donc, en fait, vous faites une paire de coups, d'accord. Vous allez monter votre société, ça va vous coûter peut-être 1000 et quelques en plus, mais en tout cas, vous allez vous servir pour plein de choses. Donc, c'est pas perdu, d'accord. C'est vraiment pas perdu. Ok, écoutez, ça fait déjà 35 minutes ensemble. On a déjà, mine de rien, on a déjà parlé de quelques sujets. On a approfondi comme on avait pu avec le temps qu'on avait. Je voulais pas dépasser les 40. Moi, je vais faire peut-être partie 2, partie 3, parce que vraiment, il y a plein de trucs à dire, plein de lois à sortir. Il faut vraiment, moi, je veux vraiment que vous soyez solide avant d'aller, avec toutes les infos possibles, avant d'aller sur le Panama. Si besoin, je vous mets en lien de la description en description le lien de mon calendrier. On book un call 15 minutes, on étudie votre projet ensemble, on regarde comment on peut vous aider sur différents angles, si c'est vraiment que de l'investissement en MO, si vous voulez immigrer au Panama, si vous voulez d'ailleurs dans d'autres pays, vous savez qu'on est très bien placé sur le Brésil, au Costa Rica, au Paraguay, c'est pour l'investissement immobilier. On a notre carte officielle au Brésil parce qu'on travaille avec un associé en direct qui est Corredor aussi au Brésil. Donc ça, on est à toutes les réglementations, on travaille avec des partenaires. Par contre, sur le Paraguay, en toute honnêteté, et le Costa Rica, mais je vois qu'il y a des opportunités intéressantes avec des rentabilités pas mal aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore. Et puis suite à la deuxième partie de cette masterclass.